Je demande à Franck Matisse, qui est président de Matisse SA et qui est copilote du plan bois, de venir sur scène. Thierry Mallet, qui directeur de l'innovation et de la performance industrielle chez Suez Environnement et copilote du plan eau. Marcel Torrens, qui est président du directoire de Delta d'Or, qui est présent ici, et qui est responsable du plan rénovation énergétique des bâtiments. Et enfin, Olivier Luanzi, qui est donc conseiller du président de RTE, Dominique Maillard, et chef de projet du plan réseau électrique intelligent. Merci. Bonjour messieurs. Juste une petite remarque, on est beaucoup entre hommes dans ces tables rondes. Il va falloir qu'il y ait des femmes dans les plans industriels, monsieur le ministre, madame la ministre. Alors, vous êtes les responsables ce qu'on appelle la solution ville durable aujourd'hui, qui regroupe plusieurs des plans, donc qui faisaient partie des fameux 34 plans. Ce que je vais vous proposer de faire, peut-être en commençant par Franck Matisse, et chacun à tour de rôle, de présenter vos plans, les enjeux, et de les situer, et ça sera finalement l'enjeu de ce débat, de les situer dans une double perspective. La première, c'est comment est-ce que ça se situe, comment ça se coordonne avec le plan d'ensemble Industrie du futur. Et ensuite, et je crois qu'il faudra y passer du temps, notamment pour les étudiants, parler des enjeux de formation, parce que je crois que c'est également au cœur de cette journée, puisque nous sommes ici à l'École des mines de Nantes. Franck Matisse, pour commencer. Oui, alors je pilote le plan bois. Alors le plan bois, qui s'inscrit dans le cadre de la ville durable, a comme objectif principal de construire des immeubles en bois dans la ville d'aujourd'hui et de demain. Et là, il n'a échappé à personne que les villes se développent de plus en plus, qu'elles pèsent plus de 50% de la population mondiale, et que ça va crescendo. Et donc les besoins en construction et en énergie sont de plus en plus importants. Et l'objectif du plan est de permettre l'utilisation du matériau bois comme outil, comme matériau de construction, avec les différentes propriétés qui y sont associées, notamment le stockage de carbone, mais aussi des propriétés économiques d'énergie. Et un dernier aspect qui est assez important, qui est l'aspect confort de vie qu'on a souvent négligé. Et là, dans le plan bois, on a intégré toute une dimension agencement et ameublement en bois pour vraiment rendre les immeubles agréables à vivre et inciter les gens à faire le choix du bois pour y vivre. Donc, bien sûr, cet objectif va permettre de régler un certain nombre de sujets qui sont notamment l'utilisation des importantes ressources forestières françaises qui sont sous-exploitées. Et donc là, on va effectivement travailler sur le stockage de carbone. On va mettre en place aussi un cercle vertueux d'utilisation du bois, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le bois uniquement comme bois énergie, on va l'utiliser pour construire et ensuite utiliser les coproduits ou les sous-produits pour se chauffer ou produire de la chaleur. On est un peu dans l'économie circulaire déjà. C'est exactement là-dessus que je voulais terminer. C'est qu'en fait, on s'inscrit véritablement dans l'économie circulaire puisque ce sont en plus des emplois qui sont par définition pas délocalisables, puisque les forêts, il y a des gens un petit peu partout en France pour les exploiter. Donc là, véritablement, on va travailler dans une économie circulaire puisque le bois a une vertu, c'est celle d'être recyclé, je dirais presque à l'infini, au moins pour finir en production d'énergie. Alors, les objectifs chiffrés, puisqu'on nous a mis des objectifs chiffrés, enfin on en a proposé et ils ont été validés, c'est quand même d'augmenter la consommation de bois d'une dizaine de pourcents, le chiffre d'affaires de la filière également d'une dizaine de pourcents, et bien sûr d'une dizaine de pourcents d'emplois en plus sur une filière qui en compte à peu près 440 000 emplois. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. 440 000 emplois, donc 10%, ce serait autour de 40 à 50 000 emplois. Si tout va bien. Si tout va bien. Et à quel horizon ? Voilà, tout de suite, des choses trop précises. C'est trop précis. Disons que dans un moyen terme. D'accord. Vous savez que la forêt vit à des échéances qui sont assez lointaines et on vit encore sur les forêts de Colbert. Donc, mais on ira beaucoup plus vite, je vous rassure. Merci beaucoup. On va donc continuer maintenant avec Thierry Mallet pour le plan eau. Alors, pas pareil, peut-être donnez-nous les objectifs et les enjeux.
Voilà, quelques éléments sur le plan eau qui portaient sur la qualité de l'eau et la gestion de la rareté. C'est à la fois une force française, la filière de l'eau, et c'est également un enjeu mondial. On estime qu'à l'horizon 2030, ce sont des chiffres de l'ONU, à peu près 50% de la population mondiale va se trouver dans les zones de stress hydrique. Et ceci va être en plus renforcé par le réchauffement climatique qui va faire qu'on va avoir plus de successions à la fois de périodes de sécheresse et de périodes d'inondation qui vont faire que la qualité de la ressource va être beaucoup plus problématique et beaucoup moins permanente et maîtrisable qu'on le connaissait aujourd'hui. Alors, la filière de l'eau en France, c'est 900 entreprises. Ça va des PME extrêmement innovantes à des grands groupes qui sont leaders dans le monde. C'est Suez, c'est Veolia. C'est également Vinci, qui est très présent dans le domaine de l'eau. C'est 128 000 emplois et c'est 16 milliards de chiffre d'affaires. Alors on a travaillé et on a déterminé 4 axes ou 4 projets prioritaires qui nous paraissent importants pour répondre à ce défi dans le domaine de l'eau. Le premier, c'est la station d'épuration du futur, une station d'épuration capable de produire de l'énergie, de recycler la totalité des effluents, de produire des matières premières. La deuxième priorité, c'est le dessalement. On n'en a pas forcément besoin en France, mais on en a besoin partout dans le monde. Et un dessalement qui soit économe en énergie, basse énergie. C'est les réseaux d'eau intelligents pour pouvoir gérer cette ressource en temps réel, pas la perdre, mieux gérer les inondations. Et c'est la dernière priorité, c'est la maîtrise et la gestion en temps réel des ressources en eau. Alors sur ces 4 grands thèmes, on veut réaliser des opérations de démonstration avec des premières technologies en grandeur réelle qui vont nous servir à la fois de référence avant de passer à un déploiement global et surtout de vitrine pour l'exportation. Nous ne pouvons pas vendre à l'extérieur ce que nous n'avons pas réalisé chez nous. Et donc on a prévu de créer un véritable écosystème dans le cadre de ces projets de démonstration en associant à la fois PME et grands groupes pour innover ensemble, partir à l'export ensemble et donc optimiser, maximiser la création de valeur et la création d'emplois. L'objectif d'emploi, on est quelque part entre 16 et 20 000 emplois créés, horizon 5-6 ans, une fois qu'on a fait les démonstrateurs et qu'on part à l'assaut du monde avec nos ambitions dans le domaine de l'eau. Merci, on reviendra avec vous tout à l'heure sur la Smart Water. Marcel Torrent, donc président de Delta d'Or, sur... Il y a d'ailleurs un lien entre ce qui vient d'être dit sur le bois notamment et la rénovation des bâtiments. Donc quels sont les enjeux, les objectifs pour votre plan? Nous nous sommes penchés essentiellement sur l'efficacité énergétique des maisons, des maisons, des habitations, on va dire plus généralement. L'enjeu est bien sur ce qui est existant, 35 millions environ de logements en France, et on en construit 350 000 par an. Donc on s'occupe bien des 350 000, c'est bien réglementé. Les 35 millions, il fallait aussi regarder. Notre enjeu, c'était d'abord un enjeu d'offre, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une vraie offre. Pour cela, réconcilier 2 mondes qui étaient très, très antagoniques pendant très longtemps, le passif et l'actif. Passif, c'est isolé. On dit lorsqu'on a bien isolé une maison, on a réglé le problème. L'actif, c'est lorsqu'on a bien défini les règles de vie dans une maison, on a réglé le problème. En fait, on est bien convaincu qu'il faut faire les deux. Il faut bien isoler une maison et il faut bien définir les règles de vie, sans quoi à l'intérieur, c'est soit une cocotte minute, soit c'est quelque chose qui est très énergivore. L'enjeu, c'est pour nous, et nous avons pour cela créé un groupement industriel qui s'appelle le Cercle Promodule, qui rejoint aujourd'hui 80 entreprises. Ce sont des chefs d'entreprise qui sont autour de la table. C'est pas un syndicat, c'est pas un énième syndicat, si j'ose dire. On ne veut pas se substituer aux filières professionnelles. On veut simplement mettre autour d'une table des gens qui, ensemble, vont construire une offre efficace. Efficace dans le sens du coût, bien sûr, de l'usage, et dans le sens de la mise en œuvre. Voilà, ça c'est notre grand enjeu et nous sommes en train de travailler là-dessus. On travaille également sur tous les éléments numériques, du numérique. Le numérique est un élément important. Si on veut reprendre l'existant, il faudra numériser les maisons, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse faire un plan 3D au moins de cette maison et en donner les caractéristiques. On a commencé par un premier élément qui est l'interopérabilité des produits. C'est un mot barbare qui veut dire que les produits électriques déjà existants dans une maison doivent pouvoir communiquer entre eux. Et le lancement officiel sera le 28 juin. Donc c'est dans quelques jours, c'est tout à fait précis, prêt. C'est un métalangage qui permet de faire communiquer des objets entre eux. Enfin, il y a la deuxième partie qui est la dynamique de mesure qui a pour finalité, à terme,
pour un artisan de pouvoir faire un métré précis, pour un négociant de pouvoir lui fournir les plaques de plâtre, de plaque au plâtre, ou le volume de ciment nécessaire ou de peinture nécessaire, et juste nécessaire pour éviter des déchets, pour avoir des coûts plus bas et pour avoir une mise en œuvre très facilitée. Voilà, ce sont nos enjeux. L'enjeu, quand on prend l'ensemble de la profession, y compris les metteurs en œuvre, on pense qu'on peut, sans trop exagérer les chiffres, entre 100 et 200 000 emplois créés d'ici 5 à 6 ans. Sur combien actuellement dans sur à peu près 2 millions 2 millions, parce qu'il y a tous les artisans, évidemment. Bien sûr, et tous les metteurs en œuvre qui sont énormément impliqués. La filière, enfin, matériaux et la filière électrique, évidemment, ne fait que 10% de l'ensemble. Merci beaucoup. On va écouter la présentation d'Olivier Luancy sur le plan donc réseau électrique intelligent. Oui, les réseaux électriques intelligents, c'est un mot dont on parle souvent. Juste pour remettre un peu l'enjeu dans son contexte, nationalement, on a décidé de changer le mix de production, avec une augmentation de la part des énergies renouvelables. Localement, il y a beaucoup de dynamiques de territoire à énergie positive, donc une autre volonté locale de consommer différemment. Et entre les deux, il y a des réseaux. Alors, soit on peut renforcer les réseaux, ça coûterait cher, ça ferait plus d'infrastructures, difficilement acceptables, soit on essaye de rendre ces réseaux plus intelligents afin d'utiliser au mieux les technologies qu'on a, les infrastructures qu'on a. Les objectifs de ce plan sont assez simples, ils sont à l'horizon 2020. On voudrait doubler le chiffre d'affaires français de cette filière, qui passerait de 3 milliards à 6 milliards. On voudrait conserver la part à l'export. Aujourd'hui, c'est 50% d'export pour cette filière. On voudrait continuer à développer cette possibilité d'exporter. Et même si en emploi, on n'est pas sur les mêmes chiffres que les mêmes ordres de grandeur que ceux qui ont été cités précédemment, on voudrait que cette filière passe de 15 000 employés à 25 000 employés à l'horizon 2020. Un petit mot sur ce qu'on a fait sur cette filière des réseaux électriques intelligents jusqu'à présent. Alors d'abord, on l'a structurée. En avril, on a créé l'association Smart Grid France, ou Réseau électrique intelligent France, avec l'idée de reprendre toutes les fonctions classiques sur une filière, c'est-à-dire regarder la formation, s'assurer qu'il y a adéquation entre les besoins et puis les formations existantes, se donner une feuille de route sur la recherche, faire des concours innovation, promouvoir l'international. Ça, c'est les exercices classiques d'une filière qui se structure. Et puis, il y a une autre action emblématique qui a été mise en route. C'est un appel à candidature pour une zone de déploiement grandeur nature. Sur les réseaux électriques intelligents, il y a à peu près 110 démonstrateurs aujourd'hui en France, 10 qui ont une taille un peu plus importante, mais au total 110 qui nous ont permis de tester des technologies. Et aujourd'hui, on est à une maturité où il ne s'agit plus simplement de tester, mais de déployer. Et donc, on cherche un territoire en France avec un appel à candidature qui est lancé, qui couvrirait à peu près 150 000 habitants. Donc là, on voit qu'on est sur grandeur nature, qui nous permettrait de faire une vitrine française industrialisée de nos savoir-faire. Voilà où on en est aujourd'hui sur ce plan par rapport à cet enjeu. Merci à vous quatre. Donc j'ai fait un calcul de coin de table rapide. On arrive à peu près à 200 000 emplois à vous quatre, ce qui est... Je vois Emmanuel Macron qui sourit, mais oui, bravo. Enfin, on n'y est pas encore. Alors, l'un des sujets, vous l'avez dit, c'est l'horizon, et puis c'est les enjeux de formation. Dans ces métiers en particulier, il faut attirer des jeunes. Comment est-ce que les uns et les autres, vous comptez procéder? Est-ce que vous trouvez finalement les compétences nécessaires pour attirer vers cette industrie du futur, ou ces industries du futur, les profils quels sont-ils? Quels sont les messages éventuellement que vous pourriez faire passer là-dessus? On peut refaire un rapide tour de table en commençant par la fin. Alors, en termes de formation, il y a deux dimensions. Il y en a une qu'on a véritablement déjà attaquée, je dirais, c'est la partie formation initiale. Donc, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a lancé un appel à candidature pour identifier des campus qui auraient un certain nombre de formations liées au réseau électrique intelligent. En fait, c'est plein de compétences différentes, donc elles sont éparpillées dans différentes filières. Et ce qu'on voudrait, c'est leur donner une visibilité et puis s'assurer effectivement que les formations proposées répondent aux besoins à la fois quantitatifs et qualitatifs. Donc on est en phase finale pour sélectionner à peu près 6 campus en France,
hein. Il y a eu un certain nombre de réponses. Et l'idée, c'est d'essayer, toujours sur l'aspect formation initiale, de les faire travailler ensemble pour adapter notre offre de formation en France par rapport à ces besoins. Il y a un deuxième volet sur lequel on a encore du travail à faire, mais heureusement, c'est pour ça qu'on est là, c'est sur la formation permanente, la formation continue. Il y a beaucoup de formations qui sont faites en fait par les entreprises elles-mêmes, et là on a encore un travail d'inventaire et de s'assurer qu'on est bien en phase avec les besoins futurs à mettre en place. Voilà où on en est aujourd'hui sur l'aspect formation. Marcel Torrens, sur votre filière, l'eau, ça fait venir les. Là, c'est pas l'eau, moi, c'est l'efficacité énergétique. Pardon, sur l'efficacité énergétique. J'ai pas pris l'eau encore. Mais l'eau, c'est après. Le premier volet, c'est la mise en œuvre pour nous. L'efficacité énergétique passe d'abord par une mise en œuvre qui soit très correcte. Il nous semble que l'offre existe déjà en grande partie et on a misé énormément sur le RGE, reconnu garant de l'environnement, qui nous permet de donner un label à tous les artisans, à tous les acteurs de la mise en œuvre dans le bâtiment. Il y a évidemment énormément de monde. Il y a une stimulation gouvernementale qui a été mise en place dans la loi de transition énergétique, le droit à un crédit impôt lié à effectivement des travaux RGE, réalisés par des RGE, qui devraient stimuler. Il y a les négociants qui se sont solidarisés avec les professions, la FFB, la CAPEB, pour arriver à multiplier le nombre de lieux, de salles, de proximité vers les artisans. Pour nous, le premier enjeu, c'est celui-ci. Il y en a d'autres, ce sont les enjeux du numérique. Dans la maison, on appelle ça la domotique, souvent. Ce n'est pas tout à fait le numérique, mais c'est quand même très proche. Et nous avons d'abord créé un diplôme d'ingénieur domotique à Rennes. Deltador est à Rennes, ce n'est pas tout à fait le hasard. Et puis, nous animons aussi la formation de 13 lycées BTS domotique qui sont en train de se réformer pour faire en sorte qu'effectivement, chaque année, nous ayons 13 lycées au moins qui soient formés à un niveau BTS sur la domotique, pour bien comprendre les enjeux et les mises en œuvre. Merci, pardon, j'avais confondu avec votre voisin qui, lui, est bien dans l'eau. Oui, tout à fait. Alors, dans l'eau, je dirais, de manière générale, l'environnement attire beaucoup les jeunes, donc on n'a pas d'enjeu aujourd'hui. Il y a des formations excellentes en France dans l'environnement. Si je voulais insister sur un point, l'enjeu le plus fort aujourd'hui de nos métiers, c'est de mélanger, j'allais dire, ce qui étaient les sciences dures traditionnelles de l'environnement autour de l'eau, avec des sciences nouvelles. Vous en parliez tout à l'heure, c'est le smart water, c'est de savoir à la fois gérer l'eau et tous les systèmes intelligents dans l'eau. Ça suppose des doubles cultures chez nos ingénieurs, dans nos formations internes. C'est également mélanger effectivement ces cultures dures avec le comportemental, comprendre pourquoi les gens consomment l'eau, quel est le comportement, comment on les aide à mieux consommer, comment on les aide à moins consommer. Et donc c'est effectivement des doubles cultures qui vont être l'enjeu très fort du développement pour passer effectivement à une vraie ville durable, à des vraies sciences durables. Merci. Et on termine avec la filière bois. Alors dans la filière bois, on a un certain nombre... Il n'y a pas que des bûcherons. Il y a de loin pas que des bûcherons, il y a des ingénieurs et ils s'en forment un certain nombre ici à Nantes, puisqu'il y a l'école supérieure du bois qui est sur place, qui est vraiment à 5 minutes. Il y a également une autre école d'ingénieurs dans l'Est de la France et puis un certain nombre de formations de très bon niveau réparties sur l'ensemble du territoire. Donc je dirais que pour avoir les gens qui vont venir travailler dans nos usines ou dans nos bureaux d'études, on devrait trouver suffisamment de monde, surtout que on va en chercher un certain nombre dans la filière béton, puisque là, il y a un certain nombre de jeunes qui sont attirés par tout l'aspect environnemental lié au bois. Et donc, on a suffisamment de candidats. Après, c'est à nous de les former aux techniques du bois. Je dirais que la formation qu'il faudrait mettre en place, c'est en fait plutôt travailler celles qui concernent les maîtres d'œuvre, qui sont assez peu formés au bois, ou les ingénieurs des bureaux d'études. D'avoir le réflexe bois. Ah oui, en fait, c'est ça la difficulté. La difficulté principale est un problème culturel. Alors, c'est vrai, bien sûr, pour les architectes, c'est vrai pour les maîtres d'œuvre, mais c'est vrai aussi pour le grand public. Et en fait, il y a tout un travail pour expliquer que la construction en bois, ce n'est pas que la maison des trois petits cochons. C'est des grands immeubles qu'on fait dans le monde. On monte quand même... On construit des immeubles d'une quinzaine d'étages, donc on fait des grands ponts en bois, des grands stades en bois. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon assez naturelle dans beaucoup de pays.
Il y a une très belle présentation à l'exposition universelle de Milan. Notamment, il y a beaucoup de bâtiments en bois dans toutes les expositions universelles d'ailleurs, et c'est souvent des bâtiments assez spectaculaires. Donc le travail, je dirais qu'il est plutôt à faire au niveau de la culture générale française, quoi. Merci. Gardez le micro. Pour terminer le tour de table, j'aimerais vous interroger sur la solution ville durable, finalement, qui vous réunit tous. Auparavant, vous étiez dans une logique plus de silo, on pourrait le reprocher. En même temps, il fallait bien commencer par quelque chose, donc ça a mobilisé les acteurs de façon plutôt remarquable. On le verra également avec le cas de l'économie de données. Mais aujourd'hui, la volonté est de chapeauter ça sous cette logique de ville durable. Qu'est-ce qui vous réunit les uns et les autres? Quelles sont les synergies possibles dans cette smart city, finalement, dont tout le monde nous parle, la ville intelligente? Est-ce que vous avez des points de contact réguliers, et quels sont, dans ce domaine, en tout cas, la façon dont vous comptez procéder pour accélérer les choses? Ouais, alors comme on est 4, on va se laisser un petit morceau à chacun. Voilà, puis après vous pourrez converser. Et en fait, j'aimerais revenir à l'origine des 34 plans. Quand on m'a sollicité pour travailler sur la filière bois, c'était l'industrie du bois. Ma première réaction était de me dire, ok, réformer la filière, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est sans doute difficile, voire impossible à faire, puisque beaucoup ont essayé de le faire. Et en fait, on a essayé de se positionner en raisonnant marché, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois, et qu'est-ce qui a un sens, où est-ce qu'il y a un marché potentiel. Et donc, en fait, un des premiers réflexes a été de se dire, la ville, puisqu'on sait construire à peu près partout en bois, mais dans la ville, il y a un vrai défi, il y a une densification, et on va monter de plus en plus haut, on va densifier les cœurs de ville, etc. Et là, le bois a toute sa place pour les raisons que j'ai évoquées. Donc déjà, le fait d'avoir lancé le plan, ça nous a obligés à raisonner marché, c'était déjà une première étape, et quand quand on nous a fait la proposition de rejoindre un ensemble un petit peu plus grand qui s'appelait la ville durable, moi j'ai vraiment applaudi des deux bras, parce que ça va changer quoi? Parce qu'en fait, on change tout d'un coup, on change de cadre, de dimension, hein, puisque je venais pour construire des immeubles, et là, on est là pour construire la ville de demain. Et c'est quand même quelque chose, c'est une vision un petit peu plus... Une ville témoin en bois, c'est un projet, donc vous pourriez avoir avec votre voisin. On va faire des immeubles partout dans les villes. Je ne cherche pas la ville témoin. Passez le micro. Et même question, quelle synergie vous comptez trouver? Deux choses. L'eau est un élément important de la ville, hein. Je l'évoquais tout à l'heure, un challenge en matière de défi mondial. Il y a 4 milliards d'habitants qui vont arriver sur la Terre, il faut les loger, il faudra bien les alimenter en eau et de manière résiliente. Ça, c'est un point fort. Je trouve qu'on a un point commun, on l'avait déjà vu lors des échanges, c'est qu'on est en train, avec ces plans, d'essayer d'utiliser la commande publique pour être un générateur d'innovation qui va se retrouver demain, effectivement, dans la commande publique, mais également dans le privé, également dans l'industrie. Donc c'est un élément fort. Ce qui a fait la force des groupes français dans l'eau, ça a été une commande innovante. Et c'est ce qu'on essaie de retrouver, c'est ce qu'on essaie d'accélérer avec les plans qu'on a mis en place. Et je pense que c'est important. Vous trouvez du répondant dans les villes Ça va être l'enjeu aujourd'hui du déploiement. Je pense qu'on a mis en place avec l'ADEME un appel à projet qui va nous permettre justement de supporter le coût des premières, d'inciter les villes à être plus innovantes et d'inciter au moins une partie de la commande publique à être innovante. C'est ça l'enjeu de demain, c'est ça l'enjeu de l'industrie. Et le fait d'arriver à 4, enfin avec 4 plans, ça peut aider? Moi, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager. Le fait que si on est plusieurs à chasser en meute, que ce soit d'ailleurs à l'export, que ce soit vis-à-vis des collectivités locales, en disant il faut qu'au moins une partie de la commande soit plus innovante. Si on est tout seul à le faire, ça sera très difficile. Si on est plusieurs à le faire ensemble, ça ira plus vite et plus fort. Ça va être difficile de ne pas répéter, mais je pense qu'on passe d'une approche, comme vous l'avez dit, spécialiste, à une approche systémique, un peu plus. Et donc, elle sera forcément plus riche parce qu'on va prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Et de là vont naître de nouvelles offres probablement. C'est-à-dire, au lieu de voir le problème de la rénovation, on va voir le problème de rénovation dans la ville, mais en même temps le problème des délestages, des heures de pointe, en même temps la distribution d'eau. Et pourquoi pas utiliser le bois davantage pour faire de la rénovation, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà pas mal utilisé, je trouve. Un point qui est intéressant chez vous, c'est qu'il y a quand même eu des incitations fiscales en particulier. Enfin, c'est vrai pour plusieurs, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? C'est jamais assez parce que le réflexe, ça coûte cher quand même très très vite ces travaux de rénovation. Moi, je trouve que c'est suffisant. Je pense pas que l'incitation fiscale soit la seule solution. Parfois, ce sont des situations d'aubaine.
je ne devrais pas le dire en public, mais c'est vrai quand même. Je ne crois pas que ce soit... Moi, je n'attends pas de la puissance publique qu'elle nous donne de l'argent pour. D'ailleurs, l'argent, elle nous la prend dans notre poche. En général, le rendement est mauvais. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée les conditions. Les conditions, c'est ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est-à-dire des expérimentations, des choses qui soient beaucoup plus larges, que la commande publique s'oriente dans un sens, et plutôt que des subventions. Je crois qu'il faudrait que dans notre pays, on arrête de penser subventions chaque fois qu'on veut faire des choses. Olivier Jancy, je complète la question. Est-ce que vous avez vu la keynote, comme on dit dans le jargon, de Elon Musk sur les batteries du futur? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est quelque chose... On sait le faire en France, hein, il n'y a pas de raison. Oui, il y a des gens qui savent faire. Il y a même un groupe Ça vous français paraît qui crédible s'appelle... quand il arrive en disant avec 2 milliards de batteries, je résous tout le problème de l'énergie dans le monde? Et ça, c'est peut-être une petite une shortcut si vous voulez utiliser un autre anglicisme. Hein. Mais ça, c'est un sujet en soi. Mais effectivement, le stockage de l'énergie repose les questions d'énergie complètement. Hein. C'est une innovation de rupture. Si on revient sur le sujet de la ville durable, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je pense que dans les 4 plans, et même dans d'autres plans hein, qui pourraient être associés à la ville durable, il y a un volet de prospection à l'international. L'un des objectifs de chacun des plans était d'arriver à trouver des marchés à l'international, valoriser les savoir-faire français. Et une première chose très simple et très concrète à faire, hein, c'est de se mettre ensemble et regarder quelles sont les cibles que nous avons eues dans nos plans, dans nos réflexions individuelles, voir si on peut les mutualiser, voir si on peut simplement échanger de l'information sur des développements qui se font dans d'autres pays, que ce soit en Asie ou bien sur d'autres pays plus matures dans leur développement urbain, peut-être aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Donc ça, c'est un premier quick win qu'on peut faire. Il y en a un autre. Je pense que la valeur de vitrine est essentielle. J'ai expliqué que pour les réseaux électriques intelligents, on dépassait la dimension du démonstrateur pour aller au déploiement en dimension réelle. Sur la ville durable, à mon avis, on en est encore un peu au démonstrateur. Et il y a une initiative publique qui est prise pour essayer d'identifier 3 démonstrateurs en France du concept de ville durable. Il faut que nous, industriels, on soit derrière, collectivement, pour proposer des solutions et commencer à faire ce travail de mise en vitrine, de réalisation, permettre à des délégations étrangères ou même à d'autres collectivités territoriales de venir voir ce qu'il est possible de faire. Voilà deux exemples assez concrets de comment travailler ensemble qui peuvent être faits là, dans les mois, dans les semaines à venir. Merci à tous. Est-ce que vous avez un mot de conclusion à dire ou est-ce que je vous libère? Je pense que vous avez... Tout ce qu'on avait convenu de se dire a été dit. Merci. Bravo. Et je vous invite donc à descendre